Et cette invitée, c'est Laurence Boone, la secrétaire d'État chargée de l'Europe. Madame Boone, bonjour et merci d'être avec nous en direct sur LCI ce matin. Madame Boone, écoutez, il y a plusieurs thèmes que je voudrais discuter avec vous ce matin. Commençons par celui qui, semble-t-il, vous tient très à cœur. Il s'agit du congrès en Allemagne de l'AfD. L'AfD, c'est le puissant parti d'extrême droite allemand qui a tenu son congrès depuis jeudi. Ça s'est terminé hier à Magdebourg. Qu'est-ce qu'il en est sorti ? Eh bien, d'après les comptes rendus que j'ai pu lire, mais je sais pas, vous avez peut-être une autre vision des choses, moi j'ai constaté quand même que l'AfD, semble-t-il, a mis de l'eau dans son vin, puisque à une certaine époque, elle demandait par exemple la sortie pure et simple de l'Allemagne de l'Union européenne. Là, elle s'est contentée de dire que l'Union européenne avait certes du plomb dans l'aile, mais qu'il ne fallait surtout pas la quitter. Est-ce que ça, il faut le voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, selon vous ? Ah, mais c'est ce qui est très clair pour l'AfD, qui est le visage le plus radical de l'extrême droite européenne, c'est que dès qu'un parti d'extrême droite explique qu'il veut sortir de l'Union européenne, il s'effondre dans les sondages. Donc là, ils ont compris. Il ne faut surtout pas dire ça. En plus, on a quand même le cas du Royaume-Uni qui montre que, d'un point de vue économique, social, c'est compliqué. Ça change rien sur les migrations. Ça fait beaucoup sur l'inflation. Donc c'est pas un très bon exemple. Du coup, ils ont quand même mis 2 semaines avant de trouver une formule pour expliquer que cette Union européenne n'allait pas et que donc il fallait la détruire. Et c'est là où on retrouve en fait toutes les extrêmes droites européennes qui disent bon, alors c'est pas cette Union européenne qu'on veut, on va la déconstruire, ça c'est très clair, mais alors comment ils vont reconstruire, ça c'est jamais clair, on ne sait pas ce qu'ils veulent faire. Par contraste, et je le dis, cette Union européenne qu'on a, c'est celle qui fait de la solidarité quand on a des feux de forêt en Gironde, en Grèce, ou des inondations en Slovénie. Vous savez, hier, je parlais à mon collègue slovène qui m'expliquait que les fonds pour le mécanisme de protection qui les aident sur les innovations sont en train d'arriver à bout parce qu'on les a utilisés pour la Grèce, parce qu'on les a utilisés pour l'Italie, parce qu'on les a utilisés pour l'Espagne. Mais ça, c'est du concret. Donc, c'est de ça dont on est en train de parler. Je crois qu'il faut vraiment écouter l'AfD parce que c'est le visage découvert de tout ce que racontent les partis d'extrême droite, plus ou moins masqués, quand ils essayent de taper sur l'Union européenne. La formulation utilisée par l'AfD était précisément hier dans son compte-rendu final du Congrès. L'Union européenne est un projet en faillite, dit l'AfD. Madame Boone, néanmoins, c'est le 2e parti d'Allemagne, maintenant, l'AfD. Il y a l'an prochain des élections régionales et européennes en Allemagne. Est-ce que, selon toute probabilité, si la tendance se poursuit, il devrait remporter une mise très importante à ces élections ? Alors, il faut toujours se méfier de ce qui se passe 1 an avant des élections. Oui, c'est vrai. Je pense qu'on le voit à chaque élection, donc je dirais prudence. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une montée de l'extrême droite qui est inquiétante. C'est inquiétant parce que c'est un parti qui est fondé sur la haine du bouc émissaire. Alors c'est l'Union européenne quand il s'agit d'Europe, ça peut être les élites en national, ça peut être c'est fondé sur la haine, c'est fondé sur la destruction de ce qui existe. Mais à nouveau, j'attends un projet constructif. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? On veut détruire le fait qu'on achète des vaccins ensemble, mais on veut faire quoi sur la santé ? Et ils n'ont rien dit. Tout ce qu'on sait de l'AfD, c'est une position très pro-russe, pas du tout pro-ukrainienne, qui s'abstient ou vote contre dans beaucoup de votes au Parlement européen dès qu'on parle de la guerre en Ukraine. Donc c'est une position de repli et assez allante sur la Russie quand on voit ce qui se passe dans le monde, quand on voit la guerre entre la Russie et l'Ukraine, quand on voit l'influence de la Russie qui est prête à affamer beaucoup de pays africains pour déstabiliser le monde. Je trouve que c'est extrêmement inquiétant. Alors le 12 septembre ou le 13 septembre, on va avoir un discours pour l'année qui vient sur l'Union européenne par Ursula von der Leyen. Je pense que c'est très important. On est tous en train de travailler sur les projets avant les élections, que ce soit l'énergie, que ce soit l'asile et les migrations. On a beaucoup de travail cet été et à la rentrée pour en faire convaincre et montrer que l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui, elle apporte au quotidien.
c'est concret. On parlera justement de l'Ukraine et de la Russie dans un petit instant, mais vous avez tendu la perche de l'extrême droite en parlant donc de l'AfD. Madame, est-ce que, comme votre collègue du gouvernement, Sabrina Agresti-Roubache, si vous y êtes invitée, vous répondrez à l'invitation de nos confrères du Journal du Dimanche, qui, objectivement, a changé de formule, d'accord, et est devenu, plus qu'avant, en tout cas très nettement, un organe de presse d'extrême droite. Est-ce que vous irez ou pas ? Alors, je vais vous répondre en 2 temps, si vous voulez bien, parce que la première chose, c'est la liberté de la presse, l'indépendance et la pluralité des médias, c'est un des piliers de l'Union européenne. Et quand c'est attaqué en Hongrie ou en Pologne par la mainmise de gouvernements sur des médias, on s'inquiète, on agit, on discute avec ces pays et on fait revoir parfois ce genre de choses. Donc c'est très important. Ça, c'est une chose, la pluralité, vraiment, on y tient. La deuxième chose, c'est la ligne éditoriale de ce JDD. Que je partage pas d'ailleurs, je tiens à rendre hommage aux journalistes qui ont manifesté pendant de longues semaines. Sur cette ligne éditoriale, j'ai envie de vous dire, on a vu un numéro hier, on va voir ce qu'on va voir, c'est pas ma tasse de thé à ce stade. D'accord, à ce stade, c'est pas votre tasse de thé, mais vous vous autoriseriez, à titre personnel, à dire, écoutez, moi, non, j'y vais pas, même si personne ne m'empêche d'y aller, j'y vais pas. À titre personnel, et je pense qu'il faut d'abord qu'on explique ce qu'on fait et l'action du gouvernement à tout le monde, mais effectivement, si la ligne est, et on va voir ce que c'est, oui, ça donne pas envie. Ça donne pas envie. Madame Boone, si on parle de ce qui se passe en Russie et en Ukraine, l'Union européenne, pas vous, mais l'Union européenne a été sévèrement critiquée ces derniers jours parce que les observateurs, en tout cas ceux qui étaient concernés, estiment qu'elle a très faiblement condamné les bombardements russes sur les ports du Danube. Bon, les ports de la mer Noire ukrainiens sont impraticables parce qu'ils sont sous le feu de la marine russe, donc du coup tout passe par le Danube et il y en a qui ont été bombardés, 40 000 tonnes de céréales ont été perdues et l'Union européenne a été quasiment inaudible. Est-ce que vous le constatez, vous le déplorez et vous dites que pour ces attaques-là aussi, il faut être extrêmement ferme vis-à-vis des Russes ? Mais oui, mais alors, je comprends pas du tout pourquoi on dit ça. Il y a eu des condamnations de Josep Borrell, il y a eu des condamnations de toute la communauté européenne. J'ai l'impression qu'on se trompe un peu de cible, en fait. Le cynisme absolu, il est quand même du côté de la Russie, et je ne sais pas quel rôle elle peut avoir joué là-dedans, dans cette perception d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il est du côté de la Russie ? Ils arrêtent, ils bloquent la mer Noire. Et font effectivement ces attaques sur le Danube. Ils le font et ils bombardent des silos à grains au moment des récoltes. Donc les silos sont pleins. On a passé l'année dernière par la mer Noire 41 millions de tonnes de céréales. Et en même temps, et c'est là où on revoit le cynisme, Poutine propose à 6 pays africains de leur passer 25 000 tonnes. Contre 41 millions de tonnes qui étaient destinées à 45 pays dont la moitié sont parmi les plus vulnérables. Donc je vois là qu'une tentative effectivement bizarre de saper un peu ce que fait l'Union européenne. Le cynisme, faut pas se tromper, il est du côté de la Russie. D'accord. Et quand vous voyez le satrape biélorusse Loukachenko qui fait voler ses hélicoptères dans le ciel de la Pologne, vous, Madame Boone, vous vous dites c'est un problème polonais ou c'est un problème de l'OTAN ou c'est un problème de l'Union européenne ? Qui doit gérer ça ? Alors, je vais vous dire, c'est effectivement un problème européen. D'ailleurs, comme vous le savez, Loukachenko, il a choisi son camp et l'Union européenne applique en Biélorussie quasiment toutes les sanctions qu'elle applique en Russie. Donc ça, nous aussi, on a choisi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est il y a
l'OTAN, effectivement, qui suit de façon très vigilante ce qui est en train de se passer. L'OTAN a une force de dissuasion et de défense qui est robuste et réactive, et nous, en partenariat avec nos alliés et tous nos partenaires, dont la Pologne, évidemment, sommes très vigilants, pardonnez-moi, et suivons au jour le jour. Et la Pologne elle-même, ensuite, a renforcé ses frontières. Et dans les sanctions, il y en a évidemment sur l'industrie aérienne. Donc, c'est à la fois européen et OTAN, et on est bien sûr sur le qui-vive. Est-ce que vous fondez de grands espoirs sur, pas la médiation même, puisqu'il a plus que la médiation, il a la main, sur Mohammed Ben Salman, donc d'Arabie Saoudite, qui dit moi je vais proposer un plan de paix entre l'Ukraine et la Russie, et certains l'écoutent avec bienveillance. Est-ce que vous y croyez vraiment à cette possibilité ? Alors, je ne crois pas qu'il ait proposé son plan de paix. Ce que je trouve très positif, c'est qu'on a en Arabie Saoudite un grand échantillon de pays, dont les BRICS, dont le Brésil, la Chine, l'Afrique du Sud, dont on nous avait dit que ce Sud global, finalement, il ne savait pas trop de quel côté il était. Il est clairement du côté de la paix, de la démocratie et de la protection des frontières. Donc ça, c'est un premier point qui est extrêmement positif, le nombre de participants et qui sont ces participants. La deuxième chose, c'est pourquoi ils sont venus. Ils sont venus aussi parce qu'ils s'inquiètent des conséquences désastreuses de cette guerre, à la fois sur la sécurité alimentaire, et on en parlait à l'instant avec le cynisme de Poutine sur les céréales, et évidemment, quand il y a des conséquences sur la sécurité alimentaire, il y a aussi des conséquences sur la stabilité dans plein de régions du monde, et ils s'inquiètent, je crois, vraiment aussi de cette remise en cause de ce qu'on appelle peut-être un peu pompeusement les principes de la Charte des Nations Unies, mais qui sont les principes d'intégrité territoriale avec des frontières qui sont clairement définies. Oui. Donc je trouve ça, et c'est mon deuxième point, très rassurant de voir tous ces pays ensemble prêts à en parler. Et le troisième, parce que vous parliez du plan de paix, ils ont travaillé sur la base du plan de paix de Zelensky, en 10 points que vous connaissez, et ils vont continuer de travailler dessus, ce qui est effectivement très positif, parce que l'idée concrètement c'est quoi ? L'idée c'est d'arriver à un plan de paix que l'Ukraine pourra présenter quand elle le décidera, et qui soit soutenu par une large partie du monde, et c'est en fait ce qu'on est en train de construire. Laurence Boone. Donc oui, ça va peut-être vous surprendre, mais je trouve que c'est positif. Non, mais pas du tout. Et j'entends parfaitement votre point de vue, madame. Madame Boone, certains disent de plus en plus clairement et de plus en plus fort que cette guerre ne pouvant durer éternellement, finalement, les Ukrainiens sont forcés de la perdre parce que le soutien occidental va s'émousser, va s'épuiser, surtout si M. Trump est réélu aux États-Unis. Et donc, est-ce que, au fond de vos réflexions, vous, les dirigeants politiques européens, vous commencez à imaginer une chose comme ça ? Qu'on va s'épuiser. D'abord, je crois, c'est pas du tout l'hypothèse avec laquelle on part. D'ailleurs, le président de la République, la ministre Colonna l'ont dit. On soutiendra autant qu'il le faudra, et comme tous les pays de l'Union européenne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, en revanche, ce qu'on prépare, ce sur quoi on est en train de travailler, c'est effectivement la reconstruction et la façon dont on va reconstruire l'Ukraine, à la fois pour ce qui est de très matériel, des infrastructures, des entreprises, des ponts, de l'électricité, de l'énergie, et ensuite reconstruire d'une façon qui facilite aussi son association de plus en plus profonde avec l'Union européenne. Après, il y a évidemment une inquiétude sur les élections américaines, et c'est pour ça que nous, Européens, devons être absolument prêts à pouvoir répondre, pallier, si jamais les élections faisaient qu'il y ait moins de soutien. Mais je crois que c'est vraiment ce qu'on est en train de construire, et comme vous le voyez, évidemment c'est du travail, c'est pas toujours facile, mais enfin on a quand même eu jusqu'à présent une unité européenne très très grande, à la fois pour le soutien des armes, pour le soutien de l'industrie de la défense, et pour commencer la reconstruction, puisqu'on a commencé à en discuter depuis 1 an, et comme vous savez, on a même un envoyé spécial reconstruction. Laurence Boone, une nouvelle tragédie s'est produite en Méditerranée ce week-end, et environ 30 migrants, 28 exactement, ont perdu la vie dans un nouveau naufrage.
Ça, c'est l'affaire de l'Union européenne. Ça, c'est vraiment l'affaire de l'Union européenne avec Frontex et puis avec les pays qui accueillent ou qui n'accueillent pas. Là, on a beau dire qu'il y a une Union européenne, il n'y a pas d'Union européenne. On est d'accord qu'il n'y a pas de politique globale vis-à-vis de ces malheureux qui arrivent de partout dans le monde. Ben non, on n'est pas d'accord. Justement, on n'est pas d'accord. D'abord, la première chose, c'est qu'on peut jamais s'habituer à cette litanie de drames. Et ensuite, non, il y a effectivement une politique européenne. Celle qu'on a maintenant, on peut se le dire, elle ne marche pas. Et c'est pour ça qu'on a 2 textes en préparation. C'est ce qu'on appelle le pacte asile et migration entre les chefs d'État européens et le Parlement européen. Alors c'est quoi? C'est d'une part reconnaître que l'asile est un droit légitime pour certaines personnes, et d'autre part que les passeurs, les accidents dans la mer, les criminels qui exploitent toute cette misère humaine, en revanche, c'est une nécessité absolue de les combattre. Donc il y a ces 2 textes en cours. Il y a eu un accord au Parlement européen sur un texte. Ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a 2 pays qui sont plutôt vers la très droite du spectre politique, qui ont ensuite mis des bâtons dans les roues dans ce texte, et que souvent, ce sont ces partis à l'extrême droite qui freinent l'adoption de ce texte. Et effectivement, je trouve que parfois, ça frise l'instrumentalisation des migrations pour pouvoir gagner des voix, ce qui est absolument odieux. Mais ces textes avancent, et ça c'est un de mes travaux d'été, de parler à mes homologues pour arriver, avec évidemment les ministres de l'Intérieur, à avoir ce texte qui va renforcer nos frontières extérieures tout en permettant l'asile, adopté d'ici à la fin de l'année. Et une toute dernière question, Laurence Boone. Est-ce qu'il vous semble qu'on peut faire pression sur les putschistes militaires de Niamey en supprimant l'aide alimentaire, comme vient de le faire par exemple la France au Burkina Faso, et comme le fera peut-être demain l'Union européenne envers le Mali ou le Burkina? Est-ce qu'il y a un rapport? Est-ce que vous pensez qu'ils sont susceptibles de plier à cause de ce genre de sanctions? Alors, vous savez, je crois que la première chose, c'est de reconnaître qu'il y a un alignement assez extraordinaire de l'Ouest et de l'Afrique, des États-Unis, de l'Europe, de la France, de la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, pour condamner ce qui est en train de se passer, qui est un coup d'État contre un gouvernement qui a été élu légitimement et démocratiquement. D'où la suspension des aides, qui est à la fois européenne, française, américaine et aussi d'États africains. Parce qu'on ne fournit pas des aides à des putschistes qui enferment un gouvernement démocratiquement élu. Et oui, ça fait partie des discussions diplomatiques, et l'Afrique est d'ailleurs, et c'est très impressionnant, en lead sur le sujet, pour arriver à rétablir la Constitution. Et j'espère qu'on va pouvoir rétablir la démocratie et la Constitution sans sang et dans le calme. Il est très frappant, et vous en parliez un petit peu tout à l'heure pour un autre pays, mais il est très frappant quand même de voir la déstabilisation du monde à certains endroits, et en même temps la volonté de pays démocratiques de se battre pour faire respecter des frontières, pour faire respecter des institutions démocratiques. Et quelque part, je trouve ça vraiment encourageant. Merci beaucoup Laurence Boone, secrétaire d'État donc aux Affaires européennes, en direct ce matin sur LCI. Je vous souhaite une bonne journée Madame Boone, et de bonnes vacances si vous en prenez, même si elles doivent être courtes. Merci beaucoup.